Bienvenue en débat sur France 24. Le Soudan s'enfonce-t-il dans le chaos? Plusieurs pays mènent des opérations de rapatriement de leurs ressortissants, comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore la France. L'ambassade de France a fermé et n'est plus un point de regroupement, a précisé le Quai d'Orsay. La France évacue près de 400 ressortissants français de multiples nationalités en assurant plusieurs rotations aériennes entre Khartoum et Djibouti. Également, 1000 Européens ont été évacués. L'Allemagne et les Pays-Bas ont participé aussi à des évacuations internationales. Les pays voisins procèdent également à des évacuations de leurs ressortissants. L'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, mais aussi l'Irak via Port-Soudan ou encore le Liban et l'Afrique du Sud. L'évacuation des Turcs a aussi commencé. Des pays comme la Corée du Sud, l'Indonésie ou encore le Japon s'y préparent aussi. À Khartoum, la population est terrée chez elle. Il y a des pillages de supermarchés. Les Soudanais sont pris en otage de ce conflit entre le général Al-Bourhan et celui qu'on appelle Hemeti, deux chefs qui n'observent aucune trêve. Certains Soudanais sont parvenus à fuir au Tchad notamment. Les violences à Khartoum et au Darfour ont déjà fait au moins 420 morts et 3700 blessés selon les ONG. Alors comment s'organisent les évacuations et quid de la population prise en otage du conflit entre ces deux généraux? Cette guerre va-t-elle durer? Les pays de la région seront-ils entraînés dans le conflit? Le Soudan sombre-t-il littéralement dans le chaos? Voilà les questions que nous avons posées à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Khadija Medani. Bonsoir. Vous êtes doctorante en géographie à l'Université Paris 1 et spécialiste du Soudan. Bienvenue dans le débat. En face de vous, Ouda Ibrahim, bonsoir. Vous êtes journaliste à RFI Afrique, bienvenue à vous. Marc Lavergne est avec nous, bonsoir, directeur de recherche au CNRS et spécialiste du Soudan et de la Corne de l'Afrique. Et en face de vous, Claire Nicolet, bonsoir. Vous êtes en charge des opérations au Soudan pour Médecins sans frontières. Nous aurons avec nous au début de ce journal notre correspondant Bastien Renouille qui est envoyé spécial à Djibouti. Vous pouvez tous réagir tout au long de ce débat sur les réseaux sociaux, sur #débat F24. Et avant de démarrer cette discussion, on fait un point en images avec Julien Cheida. Le soulagement après le chaos. Ces familles jordaniennes sont arrivées à Amman dans la nuit. Au total, le royaume a évacué environ 300 de ses ressortissants. Sur la base française de Djibouti, les rotations se sont enchaînées. Dans cet avion, une centaine de passagers en provenance de Khartoum. Plusieurs pays d'Europe et d'Afrique ont demandé l'aide de la France pour exfiltrer leurs ressortissants. L'autre point d'évacuation se fait par la mer, à Port-Soudan, à l'initiative de l'Arabie Saoudite. Parmi ces familles, certains vivaient dans le pays depuis plus de 15 ans. Mais face aux violences, ils n'ont pas eu d'autre choix que de partir brutalement, avec dans ces quelques bagages ce qu'il reste de leur ancienne vie. On a quitté Khartoum très tôt dans la matinée. Et on est arrivé sain et sauf à Port-Soudan. On espère que l'Arabie Saoudite nous emmènera en toute sécurité à Jeddah tout d'abord, et ensuite dans notre pays, le Liban. Malgré les appels au calme, les combats n'ont pas cessé ce week-end. Aucune des deux parties n'a exprimé pour l'heure le souhait de négocier. Et on retrouve tout de suite à Djibouti Bastien Renouille, notre envoyé spécial, correspondant dans la région. Bastien, bonsoir. À Djibouti, vous avez assisté à l'évacuation de plusieurs types de populations, des Français, notamment le Quai d'Orsay, qui a affirmé que l'ambassade de France avait fermé justement et n'était plus un point de regroupement. Où en est-on ? Bonsoir. Eh bien, au moins 5 avions français se sont posés à Djibouti depuis le début de cette opération. À l'intérieur, au moins 500 personnes, dont 196 Français. Et les autres personnes étaient de plus de 35 nationalités différentes. Et je peux vous dire que pour toutes ces personnes, c'est un véritable soulagement d'arriver ici, d'être prises en charge au sein de la base militaire française de Djibouti après avoir vécu l'enfer de la guerre au Soudan pendant plus d'une semaine. Ici, dans la base militaire française, ils reçoivent de la nourriture, de l'eau. Ceux qui sont malades peuvent avoir accès à un médecin, ils peuvent recharger leur téléphone portable, ils peuvent dormir et ils seront ensuite rapatriés vers la France et vers d'autres pays européens au cours des prochains jours. Mais c'est une opération complexe à organiser étant donné qu'ils sont extrêmement nombreux et que leur nombre continue à augmenter étant donné que l'opération est toujours en cours. Il y a toujours des militaires français présents au Soudan à l'heure actuelle qui protègent les civils qui attendent d'être évacués, qui protègent aussi l'avion, qui sont disposés autour de la piste d'atterrissage
d'atterrissage qu'utilisent ces avions militaires français pour venir jusqu'ici à Djibouti. Des opérations particulièrement complexes à organiser, puisque les combats continuent dans la capitale et dans d'autres villes du Soudan. Notamment, vous le savez, un convoi français a été touché par des tirs hier matin. Des convois d'autres pays ont aussi été touchés par des tirs, selon des sources diplomatiques qui m'ont parlé en direct de Port-Soudan. Et puis les combats ont continué durement dans la capitale soudanaise toute la journée d'aujourd'hui. Il y a eu des bombardements, notamment dans des quartiers civils. Des pertes humaines civiles sont à craindre, hélas. Donc vous le comprenez, des violences extrêmes au Soudan actuellement qui rendent cette opération particulièrement complexe à organiser. Merci Bastien. Bastien Renouille, donc en direct de Djibouti. Marc Lavergne, pour rebondir sur ce que vient de dire Bastien, on l'appelle l'opération Sagittaire. Ça, c'est l'opération de rapatriement des ressortissants français. Pourquoi est-ce aussi compliqué ? Je crois que ce n'est pas vraiment le chaos. Il y a toujours deux chefs de guerre qui s'affrontent. Ce n'est pas vraiment le chaos encore, c'est ça ? Vous avez envie de dire Non, je crois que les deux chefs de guerre tiennent leurs troupes, mais du côté des supplétifs, il faut trouver à manger, il faut trouver aussi de l'eau, ils n'ont pas de base logistique, ils n'ont pas moyen de se ravitailler comme l'armée peut le faire avec ses casernes, si vous voulez. Donc effectivement, on les laisse un peu libres d'aller piller dans les maisons. Mais sur les évacuations ? Alors, sur l'évacuation, il y a des accords avec les chefs qui sont respectés. On ne fait pas atterrir des transals ou des avions comme ça sans avoir l'accord des deux parties et la sécurité totale que personne ne va tirer sur l'avion. Donc, le terme de chaos me paraît un petit peu prématuré tant que les chefs tiennent. Et les chefs tiendront jusqu'au bout, parce qu'ils ont une légitimité, parce qu'il n'y a personne pour les remplacer. Et c'est avec eux que les chancelleries occidentales ou autres discutent pour Ils discutent avec les deux, et les deux ont accepté quand même qu'il y ait ces ressortissants, que les ressortissants, en tout cas, puissent quitter le pays, Khadija Medani. C'était important, en fait. Oui, pour revenir sur la question des difficultés, en fait, ce qui est très compliqué aussi dans ces évacuations, c'est de rejoindre ne serait-ce que le point de ralliement ou le point qui permet de prendre un avion ou un bus, une voiture qui va mener en sécurité. Puisque comme les combats se font beaucoup dans les quartiers résidentiels, la difficulté c'est de pouvoir sortir de chez soi et ensuite de pouvoir rejoindre l'avion et pas tant la question, une fois que qu'on a pris l'avion, d'être rapatrié à Djibouti. C'est les conditions de sécurité sortir de la ville et de réussir à sortir ne serait-ce que de chez soi. Et en plus, il s'agit d'une population qui n'est qu'à Khartoum, Ouda Ibrahim. Là, c'est ce dont on parle, pas de population ailleurs qu'à Khartoum. 5 millions d'habitants, Khartoum. Là, on parle des ressortissants étrangers. Mais il y a 5 millions Soudanais qui vivent à Khartoum, qui n'ont plus d'eau, qui n'ont plus de vivre et qui essayent de sortir. Et eux aussi sont confrontés à cette difficulté de pouvoir prendre leur voiture, avoir de l'essence et quitter la capitale, même 10 kilomètres après. C'est très, très compliqué pour eux. Et ils ne savent pas qui ils peuvent rencontrer sur la route. Et parfois, ils sont attaqués. Parfois, ils n'ont plus de téléphone, comme ça a été le cas avec certains diplomates à Khartoum ces derniers jours aussi. Claire Nicolet, est-ce qu'ils se sentent abandonnés aujourd'hui, les Soudanais, avec toutes ces évacuations des ressortissants étrangers ? Alors, c'est difficile à dire s'ils se sentent abandonnés. Ce qui est certain, c'est que c'est très difficile, par exemple, pour les humanitaires de travailler. Donc, par rapport à ce qui a déjà été dit par les autres personnes là sur le plateau, c'est par exemple le problème des mouvements est essentiel. Parce que, par exemple, nous, on ne peut pas travailler facilement à Khartoum par rapport à ce problème de déplacer les blessés jusqu'aux hôpitaux. Donc, effectivement, ça, c'est une situation qui fait qu'ils sont un peu sans aide, en tout cas. On reparlera du Darfour, mais à Khartoum notamment, par rapport à ces grosses problématiques de ne pas pouvoir se déplacer finalement. Les Américains ont été les premiers d'ailleurs à évacuer les ressortissants de leur ambassade. Ce sont strictement des diplomates, me semble-t-il, qui ont été évacués par les États-Unis. On va écouter Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Mais on me dit qu'on a un petit problème de son, donc on ne va pas l'écouter, Anthony Blinken. Un mot peut-être sur Marc Lavergne, sur ces évacuations d'Américains qui en fait ne concernent manifestement que l'ambassade américaine au Soudan. Et c'est la même chose pour le Royaume-Uni ? Je n'en sais rien, mais je suppose, oui, que les règles s'appliquent. Le personnel diplomatique, les gens qui ont une fonction officielle. Après, les gens qui représentent des entreprises, par exemple, c'est une autre affaire. C'est des négociations entre les entreprises et le ministère des Affaires étrangères de chaque pays. On va écouter Anthony Blinken.
La décision de suspendre les activités de l'ambassade et d'évacuer son personnel est l'une des plus difficiles à prendre pour un secrétaire d'État. Mais ma première priorité est la sécurité de notre personnel. Et j'ai jugé que la détérioration des conditions de sécurité à Khartoum représentait un risque inacceptable. Je tiens à préciser que même si nous avons temporairement suspendu nos opérations sur le terrain à Khartoum, notre travail diplomatique au Soudan se poursuit. Le peuple soudanais ne renonce pas à ses aspirations à un avenir sûr, libre et démocratique, et nous non plus. Khadija Medani, manifestement, il y avait entre presque 16 000 Américains travaillant pour cette ambassade. Ce sont des chiffres que vous confirmez? Je ne suis pas en mesure. L'ambassade américaine, elle est très conséquente au Soudan, ça c'est sûr. Et effectivement, ils ont rapatrié exclusivement le personnel diplomatique. Il me semble que la justification qui a été donnée, c'est que c'est ceux qui ont été le plus... ils étaient visés directement par des attaques ou qu'ils étaient davantage menacés. Le sentiment d'abandon dont vous parliez, il n'y a pas que les Soudanais qui l'expriment sur les réseaux sociaux. Il y a donc déjà certains citoyens américains qui se disent abandonnés par leur ambassade et également des étrangers dont le rapatriement n'a pas été organisé par les pays et qui sont abandonnés dans la capitale, puisque Khartoum, c'est une ville en réalité qui accueille énormément d'étrangers, que ce soit des réfugiés, il y a des étudiants par exemple, des travailleurs, effectivement. Et des étudiants qui sont bloqués à Khartoum, qui ne peuvent pas rentrer chez eux non plus. Oui, il y a notamment une grande université qui s'appelle l'Université internationale d'Afrique qui accueille beaucoup d'étudiants étrangers. Ils sont cloîtrés dans la résidence et certains arrivent à avoir des bus pour sortir, mais voilà. On va retrouver à Djibouti Elliot Brachet, journaliste à RFI. Elliot, bonsoir, bienvenue dans le débat. Merci d'être là. Vous avez passé, me semble-t-il, une dizaine de jours à Khartoum, ou en tout cas au Soudan. Vous êtes à Djibouti depuis peu de temps. Racontez-nous un peu ce que vous avez vécu sur place, parce que c'est très rare d'avoir un témoignage comme le vôtre. C'est très rare d'avoir accès à ce pays aujourd'hui et de pouvoir en parler. Eh bien, ça a été. On entre dans le 10e jour d'une guerre soudaine et brutale. C'était pas une guerre inattendue. Les tensions montaient depuis plusieurs mois, voire des années, entre l'armée régulière et cette excroissance créée par Omar al-Béchir lui-même pendant son règne. Ce qui est impressionnant et ce qui a surpris tout le monde, c'est que le plus gros des combats et le cœur de la bataille se passe à Khartoum, une ville qui a entre 8 et 10 millions d'habitants. C'est une ville immense, divisée en 3 parties, hyper étendue. On a affaire là à deux armées bien équipées, puissantes, professionnelles, avec 2 stratégies destructrices. C'est-à-dire que les SAF qui ont les avantages dans les airs bombardent massivement sans regard au final de leurs cibles, qui sont encore aujourd'hui les quartiers de Kalakla dans le sud, qui ont été ravagés par des bombardements dans l'après-midi. Et en face, on a des paramilitaires, des forces de soutien rapide qui, après avoir raté leur premier objectif, qui était de prendre le contrôle justement de ces bases aériennes, ont opté pour cette stratégie de guérilla urbaine dans laquelle ils sont très bons, puisque c'est, comme leur nom l'indique, forces de soutien rapide, des forces d'intervention très mobiles et qui ont plutôt des blindés légers, beaucoup de canons anti-aériens. Et en fait, ils sont disséminés dans les quartiers. Donc les 2 armées vraiment se livrent à des stratégies totalement destructrices pour ces 8 à 10 millions d'habitants de Khartoum qui ont été surpris le matin par ces combats, qui se sentent dans un état de siège. Et c'est vraiment ça, à l'heure où on parle donc de l'évacuation des ressortissants diplomates étrangers. Effectivement, il y a un peu de ressentiment ou dans la population au Soudan qui voit partir qui voit ces ambassades évacuer leur personnel, ces mêmes ambassades qui ont dealé, qui se sont assis aux tables de négociation depuis le coup d'État du 25 octobre 2021, avec ces 2 mêmes généraux, pensant qu'ils pouvaient être une partie de la solution, pensant qu'ils pouvaient être une partie, un moyen de garantir la stabilité du Soudan. Au contraire, je pense que ces 10 derniers jours ont pu révéler que
sans régler les causes profondes de leur dissension. Ces deux généraux ont plutôt plongé le pays dans le chaos et l'inconnu. Mais ces citoyens aujourd'hui se retrouvent face, qui étaient déjà là dans un pays où les services publics, déjà sous Omar al-Bashir, avaient été profondément taclés par le régime, avec la crise économique qui s'en étant suivie, le coup d'État militaire. On avait des administrations qui ne fonctionnaient pas. Aujourd'hui, les citoyens dans les rues, alors c'est un peu facile de faire cette comparaison, et vous m'en excuserez, mais si certains ressortissants étrangers ont des avions, et j'en ai eu cette chance, en fait, les Soudanais doivent se débrouiller avec peu d'Internet, peu de cash, peu de moyens de communiquer entre eux pour essayer de s'organiser, trouver des routes sûres pour sortir de leur quartier, pas tomber sur un checkpoint, pas tomber dans des tirs croisés. Alors ils sont très forts à ça, ils sont organisés depuis 2019 et le mouvement qui a fait chuter Omar al-Bashir, des comités de quartier, des comités de résistance, mais aussi plein d'autres organisations civiles qui localisent les habitants en danger dans les zones de combat pour envoyer un tuk-tuk, un minibus pour les sortir de là, qui vont affréter un bus pour toute une famille et leurs proches pour les envoyer au Caire. Mais il faut voir que ces tickets de bus, ça coûte aujourd'hui entre 80 000 liras, ça fait jusqu'à 150-200 euros la place. Il y a énormément de gens qui ne peuvent pas quitter Khartoum aujourd'hui, qui restent dans des quartiers où parfois il y a des petits îlots de vie normale. Au milieu de ces combats, il y a quelques légumes, un petit marché qui se crée, mais le lendemain, la situation sur le terrain va changer puisqu'il n'y a pas de ligne de front. Ces gens vont devoir évacuer, les magasins seront pillés. Donc il y a une grande incertitude, un grand sentiment un peu d'être aussi laissé pour compte par cette communauté internationale qui avait vraiment aussi remis les pieds après 2019 et la chute d'Omar al-Bashir, pensant aussi pour tirer profit ou accompagner cette transition, ça dépend comment on le voit, et aujourd'hui qui ont quitté le territoire, signal fort aussi, comme un aveu d'échec qui est aussi difficile à avaler pour les Soudanais, mais qui le répète encore une fois, et c'est vraiment important de le voir, ils disent que c'est une guerre entre deux généraux. C'est bien évidemment un peu plus compliqué que ça, parce qu'il faut voir aussi qu'il y a la mouvance islamiste qui est très forte, qui revient en puissance depuis le coup d'État. Il y a des forces... Mais eux, ils estiment que ce n'est pas leur guerre. Il y a beaucoup de gens, une majorité des Soudanais, je dirais, qui estiment que ce n'est pas leur guerre, et c'est peut-être la seule fenêtre d'optimisme là-dedans, qui se disent, une fois que ces deux armées quasi égales, qui aujourd'hui n'arrivent pas à se départager sur le terrain, se seront anéanties, peut-être qu'on arrivera à reconstruire quelque chose de nouveau, mais on reste dans les supputations et un brin d'optimisme qui aujourd'hui, je crois, n'a pas lieu d'être. Merci beaucoup, Elliot Brachet, donc un journaliste RFI qui est en direct avec nous à Djibouti. Merci pour votre témoignage vraiment intéressant. Claire Nicolet, intéressant de rebondir peut-être justement sur cette population qui, en fait, il l'a dit tout de même, Elliot, qu'elles se sont abandonnées malgré tout. Et ces hôpitaux, par exemple, puisqu'il parlait de la situation très terrible à laquelle doit faire face cette population, ce système D dans certains quartiers, et des hôpitaux donc dont certains ne sont plus en fonctionnement aujourd'hui. C'est les retours que vous avez justement de votre association, de votre ONG. Beaucoup en fait ne sont plus fonctionnels. Beaucoup ont été pillés. Aussi bien d'ailleurs à Khartoum que là où on travaille encore dans le Darfour. Par exemple, dans le nord Darfour, à Al-Fishir, on est le seul hôpital. On ne travaille pas seul, on travaille avec le ministère de la Santé, mais c'est le seul hôpital qui est aujourd'hui fonctionnel. Donc ça, c'est une réalité, effectivement, à Khartoum, c'est une réalité dans le Darfour. Et la problématique, c'est que même les hôpitaux fonctionnels, en fait, les personnes ne peuvent pas se déplacer. Comme on dit, le premier problème, vraiment, c'est ça. C'est qu'en fait, vous n'avez pas de sécurité quand vous partez d'un endroit pour vous rendre à un hôpital, un centre de santé, etc. Donc ce dont on est témoin, c'est qu'en fait, vraiment, les gens vont au plus proche
là où ils peuvent trouver des soins, donc une pharmacie, le médecin qu'ils connaissent à côté de chez eux, etc., qui n'ont bien sûr pas les moyens de les soigner. Et puis, bien sûr, de plus en plus, tout est fermé. Donc ça, c'est vraiment effectivement une situation tout à fait complexe. Marc Lavergne, peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit encore une fois Elliott Brachet, ce n'est pas leur guerre, en fait. Il disait ça de la population, finalement, qui se dit c'est une guerre de chefs. À un moment donné, ça va s'arrêter. Ils essayent d'être patients. Ce n'est effectivement pas leur guerre. C'est-à-dire on ne sera peut-être jamais dans une vraie guerre civile. Ah oui, il n'y a pas de guerre civile, parce qu'une guerre civile, c'est une guerre de deux parties de la population qui s'affrontent. Là, ce n'est pas le cas. La population, elle regarde en témoin impuissants ces gens qu'elle n'a pas choisis qui se battent. Mais ce que je voudrais peut-être souligner, c'est que le spectacle qu'on donne avec cette évacuation n'est pas du tout glorieux. C'est un spectacle, je pense, qui, aux yeux des Soudanais, est un lâchage, est un abandon et quelque chose qui laissera des traces dans la reconstruction du Soudan. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de confiance dans des pays comme la France et autres qui se glorifient d'avoir pu extrader leurs ressortissants et d'autres, bien sûr. Donc on peut s'en réjouir d'un point de vue humanitaire, d'un point de vue politique, c'est un signal assez grave de l'échec de la France à aider cette transition démocratique qu'on avait accueillie à Paris en fanfare en 2019, au printemps 2019. Et la France s'était démenée aussi pour débloquer des crédits, pour aider le Soudan à sortir de cette impasse. On voit le résultat là qui est tout à fait affligeant, non seulement pour la France, bien sûr, mais pour tous les pays occidentaux qui déploient de grands moyens pour sauver leurs propres ressortissants et qui se désintéressent finalement de cette équation soudanaise. Est-ce qu'ils s'en désintéressent vraiment? Parce qu'en même temps, on est vraiment dans un scénario de guerre urbaine, donc on peut aussi comprendre que les différents ressortissants veuillent quitter le pays. Khadija. Oui, je pense que le ressentiment... Alors, il y a des évacuations, un sentiment d'abandon parce que les ambassades sont fermées et qu'on abandonne la population soudanaise. Je pense aussi que la population soudanaise, le ressentiment, il apparaît déjà avant quand on voit que les États occidentaux, au final, vont négocier systématiquement, alors que ce soit avec l'armée régulière ou les soldats des Métis, avec en réalité ces deux forces armées qui massacrent la population depuis 2019. Et c'est quand même eux qui sont les interlocuteurs. Il n'y a certes pas le choix. Mais, ils n'ont pas le choix, évidemment, puisque c'est eux qui contrôlent la ville de Khartoum. Choix, mais il y a aussi ça a été bien expliqué. Cette idée que c'est leur seul interlocuteur, ce n'est pas les représentants des forces civiles. Et ça reste, je pense, pas que l'évacuation et pas le premier sentiment d'abandon de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui reste des représentants de la société civile? Je ne sais pas si Claire Nicollet veut répondre à cette question, ou vous, Ouda Ibrahim, parce qu'on a parlé, effectivement, la société civile est très organisée au Soudan. Donc là, Elliott parlait du système D un peu, il y a une coordination de médecins. Est-ce qu'ils continuent, est-ce qu'ils peuvent agir? Ils font ce qu'ils peuvent parce que, comme quelqu'un l'a dit ici, si je suis en Égypte et j'ai ma famille à Khartoum, j'essaye d'envoyer de l'argent, d'envoyer une voiture pour que les gens puissent sortir et quitter cette ville. Il y a effectivement des associations sur le terrain qui essayent de distribuer des aides, de l'eau sur des familles qui ne peuvent pas quitter chez eux. Il y a le système D, comme vous l'avez dit, il y a certaines femmes qui vont jusqu'au fleuve du Nil pour chercher de l'eau. Mais tout ça, c'est insuffisant. Et ce qui est grave quand même, c'est que toute la communauté internationale aujourd'hui ne peut rien faire pour arrêter ces affrontements. Et on entend Guterres, on entend les Nations Unies, les États-Unis appeler au calme, mais personne n'a la force ou les moyens d'exercer des pressions pour que cela s'arrête. C'est ça qui est grave aujourd'hui. Claire Nicollet. Oui, donc si je peux me permettre, effectivement, je pense, on parle, est-ce qu'on abandonne cette population? Je vais parler bien sûr pour MSF et puis je vais parler un petit peu plus. Il y en a certains qui restent tout de même. Il y a des ressortissants étrangers qui ont décidé de rester, il faut aussi le dire. Par exemple, nous, on a pour le moment, tout le monde est encore resté dans le pays, tous les ressortissants étrangers qu'on avait, ça représente... De Médecins sans frontières, donc. Oui, tout à fait. Ça représente quand même pratiquement 130 personnes, donc c'est pas rien. Et en fait, nous, notre problématique, c'est aussi dans ce genre de cas où on est le plus utile, évidemment. Donc nous, notre problématique, c'est comment, justement, on peut travailler. Et comment on peut travailler, ça veut dire qu'on a besoin, par exemple, de rapporter des médicaments.
Donc on a besoin qu'on nous sécurise les aéroports. Ça, c'est un gros problème qui, pour le moment, on arrive à s'en sortir encore, mais on a vraiment un gros problème là-dessus. Donc on a besoin d'accords, comme on a dit précédemment, d'accords que tout le monde nous laisse ouvrir l'espace aérien et laisse atterrir des avions sans problème, même si on n'aura jamais de garantie à 100%, comme vous l'avez dit. Mais pour l'instant, on en est loin. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Voilà, donc pour le moment, en fait, ça, c'est un gros problème parce que il faut vraiment que aussi toutes les parties du conflit se rendent compte que oui, mais bon, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais d'autoriser au minimum l'aide humanitaire, pouvoir déplacer les blessés sans qu'ils soient... la majorité des blessés dont on parle, effectivement, c'est des balles perdues, hein, donc c'est quand même assez incroyable. Donc, nous, on a eu 400 blessés, juste dans la petite ville d'El Fachir dont je parlais, 400 blessés, 50 morts sur une petite ville. Donc, vous imaginez un peu ce qui se passe au niveau de Khartoum. Et tout ça, c'est que des balles perdues quand les gens sont dans la rue. Donc, nous, notre problématique, c'est on veut, en fait, faire plus. Mais aujourd'hui, il nous faut des possibilités de bouger les ambulances pour aller à l'hôpital. Il nous faut des avions qui atterrissent pour avoir des renforts des équipes et puis pour, bien sûr, renvoyer du matériel médical. Et pas que médical d'ailleurs, puisqu'on a déjà parlé de l'eau, de la nourriture et tout ça, parce que ça va être un grand problème là, qui va arriver là, dans les jours qui viennent, évidemment. Marc Lavergne, est-ce qu'il va, à votre avis, continuer, se poursuivre ce conflit? Est-ce qu'on rentre dans une guerre longue? Oui, je ne suis pas devin, mais je pense que l'équilibre des forces est à peu près établi entre les deux. Chacun a des atouts. Hein, évidemment, les RSF, les supplétifs, ont une base solide au Darfour. Donc ça, c'est Emeti, hein, pour redonner du contexte un peu à nos téléspectateurs. Emeti. Les deux groupes sont à peu près équivalents en termes de nombre d'hommes, en termes d'armement, pas forcément, mais en termes de mobilité, les supplétifs sont beaucoup plus souples, je dirais, que l'armée régulière. Qui contrôle les aéroports? Est-ce qu'on a une idée entre les deux? Entre Emeti et le général Bourhan. Il y a beaucoup d'aéroports au Soudan qui sont des pistes souvent d'atterrissage qui sont contrôlées par personne. Hein. Il n'y a pas d'administration. Les avions atterrissent sur des pistes en terre battue souvent. Il y a quelques pistes en dur. Au Darfour, il y a Niala. Mais sinon, c'est des pistes qui sont pratiquées par des hélicoptères, par des avions, sans difficulté, parce que les pilotes y sont habitués. Et à Khartoum, la question de savoir s'ils vont se faire tirer dessus, je ne suis pas sûr, parce que l'avion, il y a du pour et du contre, je dirais, pour tout le monde. Hein, les rebelles aussi ont besoin d'être soignés, ont besoin que leurs familles soient ravitaillées, etc. Donc, je ne pense pas qu'il y a une guerre d'attrition contre un camp, contre un autre. Hein, la population, elle est neutre, elle est entre les deux, et les objectifs sont militaires jusqu'à présent. Sinon que les supplétifs, eux, doivent se payer sur la bête. Ils n'ont pas de ressources propres. Il faut qu'ils aillent chez les gens, qu'ils les tuent éventuellement, mais qu'ils récupèrent ce qu'ils peuvent comme nourriture, comme endroit pour dormir, comme vêtements, etc. Khalida Bedadi, mais quel est l'objectif, en fait, de ces deux généraux? C'est de garder le pouvoir, de ne pas être soumis à l'autre? Parce que le but de guerre, cette guerre qui n'est pas la leur, disent les Soudanais. Oui, c'est une guerre pour prendre la tête du pays. On est dans un État qui a actuellement l'équivalent de 2 armées. Donc c'est l'équivalent de 2 armées. Donc une armée régulière, entre guillemets, celle du général Al-Bourhan, et une armée de milices, en fait, à la base, mais qui est devenue tellement puissante, il y a plus de 100 000 hommes, c'est ça qu'elle représente, c'est comme une deuxième armée. Oui. En fait, il y a une escalade de tensions depuis déjà plusieurs mois. Il y a eu le coup d'État en octobre 2021. Ils ont écarté les civils du pouvoir. Et ensuite, on se retrouve avec, du coup, ces 2 forces armées et des négociations depuis plusieurs mois pour unifier en un seul corps cette armée. Et c'est notamment cette question de l'unification, en fait, de l'intégration des paramilitaires de Emeti dans l'armée régulière qui pose problème, puisque les paramilitaires ne veulent pas être intégrés comme ça. Emeti veut garder une place importante et pas passer sous le commandant de Al-Burhan. Et donc, c'est ces tensions-là qui, montées en escalade, ont amené le conflit armé qu'il y a aujourd'hui dans la capitale. Et en termes d'équilibre, justement, sur les armes, Ouda Ibrahim, si je comprends bien, en fait, Al-Bourhan, c'est plutôt le ciel, c'est plutôt l'armée aérienne. Et Emeti, ce serait donc... Les forces d'intervention rapide, ils ont des armes plus modernes, surtout en matière des armes légères. Et ils ont ce pouvoir de se déplacer rapidement. Ils sont très mobiles. Donc ça, c'est Emeti, les forces d'intervention rapide, ce qui leur donne un point quand même
sur l'armée par rapport à la guerre dans une ville, par rapport à la guerre dans des rues, comme ce qui se passe à Khartoum aujourd'hui, alors que le Burhan, effectivement, il a le ciel. Il y a eu encore des frappes aériennes cet après-midi sur l'un des quartiers de Khartoum. Mais effectivement, on se dirige selon tous les indices qu'on a, vers une guerre plus longue, vers une guerre qui est très très dangereuse et qui risque de désintégrer le Soudan et qui risque de s'étaler vers le pays voisin. C'est vraiment très très dangereux ce qui se passe aujourd'hui à Khartoum. Claire Nicolet, c'est un peu ce qui remonte du côté de Médecins sans frontières sur place. J'ai vu aussi que les combats s'étaient étendus, donc pas seulement Khartoum, mais au Darfour, Niala, d'autres villes, des villes où en fait des camps recrutent, même les différents camps recrutent des civils. Donc ça prend de l'ampleur en fait, y compris à la fois géographiquement et en termes de puissance militaire, d'hommes. Effectivement, le Darfour, c'est une autre grosse zone de combat depuis pratiquement le début. On sait aussi parce que justement, on connaît un peu l'histoire du Darfour, donc c'est une zone où il y a toujours beaucoup de mouvements. Ça devient... en fait, ce qui est difficile au niveau de la population qui reste là, comme vous avez dit, un petit peu au milieu de tout ça, c'est que bien sûr, plus ça va aller, plus ça se dégrade, puisqu'ils ont de moins en moins d'eau, ils ont de moins en moins... les marchés sont fermés, ils ont été pillés. J'ai entendu quelqu'un parler aussi du problème d'argent liquide. Donc, nous, on est en train de voir ça aussi. C'est qu'il n'y a plus d'argent liquide. Donc, en fait, vous ne pouvez plus rien acheter de toute façon. Nous, on a du mal même à payer notre personnel. Donc, on se retrouve dans une situation, évidemment, qui va se dégrader. Et c'est pour ça aussi que je disais qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une liberté de mouvement au minimum pour pouvoir au moins que la population ait le minimum pour vivre et pour pas continuer à se retrouver coincés dans les villes comme on en fait vous appelez à une trêve. Marc Lavergne, comment s'expliquer que la trêve, ça fonctionne pour ni l'un ni l'autre, ni pour le général Al-Bourhan, ni pour Hemeti pour l'instant. Ils n'ont pas arrêté tous les jours quasiment, ils ont annoncé une trêve et chaque jour, elle n'était pas respectée. Il y a deux choses. Peut-être la difficulté à contrôler les troupes, parce qu'il faut que les troupes, une fois qu'elles sont engagées, leur dire de s'arrêter, c'est difficile. Il faut leur proposer autre chose à la place. Alors il y a des problèmes de ravitaillement, etc. Et d'autonomisation peut-être des groupes qui se battent dans des quartiers. Ça, c'est une première chose. Et puis, c'est-à-dire c'est une sorte de miliciarisation de l'ensemble, c'est ça que vous décrivez un peu ? Oui, on peut l'imaginer, parce que les communications sont difficiles, y compris par des moyens modernes, pour donner les ordres, pour vérifier qu'ils sont appliqués, pour arriver à coordonner sur des opérations, c'est très difficile. On voit que les avions jouent un rôle très important parce qu'ils bombardent. Alors là, c'est dramatique parce que c'est effrayant pour la population et ça fait des dizaines de morts. Les chiffres qui sont donnés par l'ONU sont des chiffres qui font sourire, je dirais, parce qu'on pourrait... Ils sont très minimisés, ces chiffres ? Ah bah oui, bien sûr, ils sont très minimisés. On pourrait ajouter un zéro, vous dites. Oui, parce que je pense que là, il y a les chiffres des morts qui sont recensés, c'est-à-dire essentiellement des militaires éventuellement, des gens qui sont arrivés dans les hôpitaux ou qui ont été apportés à des endroits visibles. Mais évidemment, les balles perdues dans les maisons et puis les combats dans les quartiers, personne n'y va faire cette comptabilité. Donc je pense qu'on est bien en dessous. C'est un peu curieux parce que quand il y avait la crise du Darfour, on avait parlé de 300 000 morts, ce qui était très exagéré de la part de l'ONU. C'était 10 fois moins. Mais là, je pense qu'on est aisément au-dessus des 10 fois plus. Et je ne sais pas pourquoi on a cette religion du chiffre, parce que le problème ne tient pas tellement au nombre de morts, si vous voulez. D'abord, il y a le nombre des blessés qui compte, et puis les destructions de tout le tissu économique, de tout le tissu social. C'est un pays à l'arrêt, où les gens n'ont plus rien à manger, plus rien à boire, ne peuvent pas se soigner. Et il y a une grande différence, effectivement. Il y a peut-être deux guerres, on pourrait dire. Il y a une guerre au Darfour, et il y a une guerre dans la capitale. Mais toutes les grandes villes du pays sont quand même touchées par ça. Et encore une fois, la population qui est organisée, en syndicats, en partis politiques, en mouvements de contestation, eh bien, ils regardent ça complètement désarmés. Khadija Medani, il y a deux guerres, pour rebondir sur ce que vient de dire Marc Lavergne, une effectivement à Khartoum et l'autre au Darfour. Est-ce que c'est ce que vous diriez ? Je ne saurais pas exactement dire. Il y a un conflit au Darfour qui est latent, qui ne s'est jamais vraiment arrêté. Et on a des acteurs qu'on retrouve des deux côtés.
Est-ce que c'est la même guerre? Je ne saurais pas. En tout cas, le Darfour, c'est quand même une situation particulière. Il y a une situation qui est particulière au Darfour, et, il me semble, depuis des années, etc. Et là, à Khartoum, ce qui éclate, c'est vraiment un conflit pour l'État. Ou alors c'est une extension des conflits entre acteurs qui se battent pour le pouvoir et qui a fini par atteindre la capitale. Est-ce qu'il y a un risque de yéménisation de ce conflit, Ouda Ibrahim? C'est-à-dire de yéménisation de ce conflit, c'est-à-dire qu'avec la présence de forces étrangères. Le pire, on peut parler du Yémen, mais on peut parler également de la Libye, parce qu'aujourd'hui, si ça continue, si ça ne s'arrête pas, si la communauté internationale n'arrive pas à mettre fin à ces affrontements, effectivement, on se dirige vers un pays qui se désintègre. Demain, on peut avoir peut-être un État au Nouba, on peut avoir un autre État au Darfour. C'est la porte ouverte à toutes les possibilités indésirables, et pour le Soudan et pour la région. Ça ne s'arrête pas uniquement au Soudan, oui, effectivement. On pourra avoir un démembrement du pays, en fait, Claire Nicollet. Le Soudan, c'est le 3e plus grand pays de l'Afrique. Et effectivement, c'est un danger qui guette depuis longtemps. Depuis 10 ans, on a décidé, les États-Unis, les Nations Unies, de séparer le Soudan du Sud du Soudan. Et on a vu le résultat affreux pour l'économie soudanaise. Depuis, le pays s'est affaibli. Et aujourd'hui, ce risque est encore très grand. Oui. Claire Nicollet, vous ressentez ça? Il pourrait y avoir une partition, en fait, de ce pays, au final? Moi, je pense qu'à ce stade-là, c'est très difficile de le dire. On est à 10 jours du conflit, enfin, de cette partie du conflit, parce qu'on sait qu'effectivement, il y a des conflits, comme tout le monde l'a dit, il y a des conflits aussi antérieurs qui sont sous-jacents. Donc, c'est difficile à dire. Pour moi, je trouve que c'est très dur de dire oui, évidemment, il va y avoir quelque chose qui va se passer encore au niveau du Soudan. Mais il n'empêche que la situation est de toute façon dramatique, et on doit répondre aujourd'hui à la situation qui est là. Et et que les parties dans ce conflit s'arrêtent. Marc Levene, comment se fait-il que l'Égypte, par exemple, qui est en fait proche de Al-Bourhan, ou encore les Émirats arabes unis, qui eux sont plutôt proches d'Hemeti, comment se fait-il qu'ils ne parviennent pas à obtenir une trêve? Est-ce qu'ils discutent avec eux? Est-ce qu'ils essayent de mettre en place un accord? Ou au contraire, est-ce qu'ils mettent de l'huile sur le feu? Est-ce qu'ils attisent le conflit? Moi, il me semble que le cas de l'Égypte est différent de celui des Émirats ou de l'Arabie saoudite. Mais je pense que ces pays sont d'abord contre la démocratie, tous. Ça, c'est le grand danger à éviter. Et c'est pour ça qu'ils ont mis un terme à cette transition démocratique. Ils ont poussé à l'arrivée au pouvoir de ces deux personnages. Et je pense qu'ils choisiront celui qui aura gagné. Parce qu'ils ont des intérêts de deux côtés. Des intérêts économiques, financiers, des intérêts stratégiques. Évidemment, ce qu'ils voudraient, c'est le retour de la paix sur les bords de la mer Rouge. Les Saoudiens, avec MBS, ils ont ce projet, cette vision 2030 de cité futuriste Neom sur la mer Rouge, de mise en place de grands complexes à la fois touristiques et industriels. Mais est-ce qu'ils ont, pardonnez-moi, est-ce qu'ils ont intérêt à ce que ça devienne le chaos dans ce pays? Non, je ne crois pas. Non, du tout. Ce sont des gens qui pensent business. Donc ce qui se passe là est contre le business. Mais ils ont des intérêts des deux côtés. L'Égypte, évidemment, soutient une armée, puisqu'elle-même est dirigée par une armée régulière. Et finalement, donc elle soutient l'armée d'Al-Bourhan, l'Égypte. Oui. Elle a toujours, c'est l'armée nationale soudanaise. Les chefs ont été formés en Égypte, à l'école égyptienne. Et je pense qu'il y a un rapport entre les deux pays, parce que l'Égypte était puissance coloniale depuis le début du 19e siècle au Soudan. Donc il y a un rapport de grand frère à petit frère. Un rapport comme ça, un peu de supériorité de la part des Égyptiens, qui considèrent que les Soudanais sont des gens turbulents, sympathiques, mais qui sont très difficiles à gérer. Et ça, c'est récurrent dans le discours égyptien, pas forcément dit très fort, mais c'est très profond. Donc on essaye de canaliser la violence qu'il peut y avoir au Soudan, mais sans intervenir, parce que l'Égypte n'est pas capable de gérer un problème comme ça. L'armée égyptienne, elle marche au droit, elle est très bien équipée, trop bien peut-être, mais sa capacité opérationnelle, elle n'est même pas capable de réduire une petite rébellion qu'il y a dans le Sinaï depuis des dizaines d'années. Donc je crois qu'elle ne tient pas du tout à intervenir militairement au Soudan. Quant à l'Arabie saoudite et aux Émirats, encore moins, puisqu'ils ont pris des mercenaires. C'est eux qui ont forgé Hemeti, en lui demandant des jeunes, des camps de déplacés au Darfour, des jeunes chômeurs, pour en faire des mercenaires au Yémen.
Ouda Ibrahim, les Russes aussi manifestement sont présents. On parle des forces de Wagner, éventuellement justement parce qu'il y a de l'or. Eux aussi donc sont une puissance importante au Soudan. Tout à fait. Et ils sont du côté de Ahmeti aussi. Et c'est un soutien à Ahmeti. Et il faut rappeler que la Russie en général, et pas seulement le Wagner, sont présents au Soudan depuis très très longtemps. Et il y avait aussi des officiers qui formaient l'armée soudanaise depuis des longues années. Donc c'est pas une question nouvelle, sauf qu'aujourd'hui il y a un positionnement de Wagner à côté de Ahmeti. On a vu beaucoup des déclarations contradictoires dans le passé, dans les derniers mois entre Ahmeti et Al-Burhan autour d'une base militaire russe au Soudan. Alors, il y a eu Ahmeti disait oui pour cette base, alors que Al-Burhan niait devant les Américains la possibilité que cette base existe. Et donc, oui, le Wagner compte dans ce paysage soudanais aujourd'hui. Et ils ont un rôle à jouer et on sait très bien qu'Ahmeti, l'or qu'il extrait du Soudan, qui est la propriété de l'État, il le vendait et aux Émirats arabes unis et à la Russie. Marc Laver, un dernier mot pour conclure. Est-ce qu'il y a des possibilités tout de même de diplomatie aujourd'hui alors que tous les diplomates partent? Ça ne sera pas du rafistolage. Ce n'est pas du ressort, à mon avis, des diplomates. Il faut que ce soit des politiques et de poids qui interviennent parce que l'enjeu, finalement, c'est aussi la balance entre les régions périphériques du Soudan qui ont toujours été marginalisées, très pauvres, comme le Darfour, et puis le centre, la vallée du Nil. Ce sont des tribus, ce sont des peuples différents, mais tous prétendent représenter le Soudan et il n'y a pas de sentiment, disons, d'altérité par rapport au Soudan. Tout le monde se considère soudanais et même tous les groupes rebelles qui ont les armes à la main, aucun d'entre eux n'a jamais demandé autre chose que le pouvoir à Khartoum. Hein, on se bat pour le pouvoir à Khartoum, pas pour l'indépendance du Darfour, des choses comme ça. Et ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Donc difficile d'avoir une intervention extérieure pour justement plaider la diplomatie. Qui pourrait le faire? Parce que Anthony Blinken disait on continuera à parler avec eux, avec ces généraux, même si nos ressortissants s'en vont. Les Américains pourraient jouer un rôle éventuellement? À mon avis, je crois qu'ils sont trop loin du sujet. C'est un sujet existentiel et culturel pour la nation soudanaise et je ne vois que des diplomates africains. Les représentants ou les dirigeants ou les anciens présidents d'Afrique du Sud, de Nigeria, l'Union africaine a de très bons diplomates qui connaissent ces questions de tribus, de peuples qui font le tissu de toute l'Afrique. Hein. Je pense à monsieur Faki Mahamat, par exemple, du Tchad, hein, qui va jouer un rôle certainement important parce qu'il peut parler aux deux camps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Marc Lavergne, Ouda Ibrahim, Khadija Medadi, merci à vous. Claire Nicolet, merci à Bastien Renouille qui était avec nous et Elliot Brachet, tous les deux donc qui étaient en direct avec nous de Djibouti. Merci à vous tous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.